Et si on pouvait regarder le passé, non pas comme une histoire qu'on nous raconte, mais comme un véritable site de fouilles archéologiques? C'est le défi un peu fou que nous lance Michel Foucault dans son livre L'archéologie du savoir. Et croyez-moi, c'est une lecture qui a de quoi changer complètement notre regard sur tout ce qu'on croyait savoir. Foucault, il commence par une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait hyper déstabilisante. Et si l'histoire, celle qu'on a apprise à l'école, avec ses grands hommes, ses belles inventions, ses récits de progrès, et si tout ça, au fond, n'était qu'une construction? Et si ce n'était pas du tout une histoire? Pour bien comprendre, disons que l'histoire classique, c'est une sorte de grande galerie de portraits de génie. On se demande ce que Platon a bien voulu dire, comment il a pu influencer Kant, on trace une belle ligne bien droite. Foucault, lui, il arrive et il fait tout exploser. Il dit « oublions les intentions des auteurs ». Demandons-nous plutôt quelles étaient les règles du jeu à leur époque. Qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait dire certaines choses et pas d'autres? La question, ce n'est plus qu'est-ce qu'ils pensaient, mais comment se fait-il qu'ils aient même pu le penser? Alors voilà le programme de notre petite fouille. D'abord, on va s'intéresser aux règles cachées de l'histoire. Ensuite, on prendra nos outils d'archéologue. On va analyser le plus petit artefact qu'on puisse trouver, l'énoncé, avant de voir comment ces morceaux s'assemblent. Et à la fin, on déterrera le trésor ultime de cette archéologie, l'archive. Et on verra pourquoi cette découverte, elle change tout. Allez, on attaque la première partie, les règles cachées de l'histoire. Pour Foucault, le récit qu'on nous fait d'habitude, il est trop parfait, trop lisse pour être vrai. Il sentait bien qu'il y avait un truc qui clochait, des règles invisibles qui organisaient tout ça en coulisses. L'histoire traditionnelle, en fait, elle nous raconte une belle histoire, une sorte de course de relais des génies. Platon passe le témoin à Aristote, qui le passe à un autre, et ainsi de suite. Le savoir humain progresse, tout est bien ordonné, tout est logique. C'est une vision super rassurante. Mais pour Foucault, c'est surtout profondément trompeur. C'est justement cette figure, cette idole du grand auteur que Foucault veut déboulonner. Pour lui, se concentrer sur le génie d'un seul individu, c'est un peu regarder le doigt quand on montre la lune. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les personnes, mais le système de pensée dans lequel elles baignent, les discours qui circulent partout à leur époque, qu'elles en soient conscientes ou non. Et ça nous amène directement à sa méthode. La métaphore qu'il choisit, elle est géniale. Il propose de devenir un archéologue du savoir, de creuser sous nos pieds pour trouver les fondations de ce qu'on pense connaître. Mais attention, l'archéologue de Foucault, il ne cherche pas un trésor perdu, genre une idée de génie oubliée. Non, ce qui l'intéresse, lui, c'est le sol, la terre elle-même, les différentes couches de sédiments, les fondations invisibles d'un vieux bâtiment. Son but, c'est d'analyser le sol intellectuel d'une époque, pour comprendre comment certaines idées ont pu y pousser, alors que d'autres, pas du tout. Et comme n'importe quel archéologue, Foucault a besoin d'une unité de mesure, du plus petit artefact possible à analyser. Pour lui, ce sera l'énoncé. Alors attention, là on touche à un concept un peu subtil, mais c'est vraiment le cœur du réacteur. Voilà, l'énoncé, c'est ça. C'est la brique de base de sa méthode. C'est le plus petit fragment qu'il peut isoler et étudier sur son chantier de fouilles historique. Mais attention, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour Foucault, un énoncé, ce n'est pas juste une phrase. Prenons un exemple tout bête, le ciel est bleu. Si c'est un poète qui l'écrit, ça a un certain effet. Si c'est un scientifique qui le dit dans un rapport météo, ça en a un autre. C'est la même suite de mots, mais ce ne sont pas les mêmes énoncés. En fait, l'énoncé, c'est une phrase qui fait quelque chose. C'est une suite de mots qui a un poids, un pouvoir, un impact dans un domaine bien précis. C'est le diagnostic du médecin, la loi votée au Parlement, la conclusion de l'économiste. C'est une parole qui a des conséquences réelles, parce qu'elle s'inscrit dans un système qui lui donne sa légitimité. Bon, une fois qu'on a ces fameux artefacts, ces énoncés, l'archéologue peut commencer à voir des schémas. Il se rend compte qu'il ne les trouve jamais tout seul. Il forme des ensembles cohérents que Foucault appelle des formations discursives. Pour que ce soit plus concret, on va prendre un exemple que Foucault adorait, le discours sur la folie au XIXe siècle. À cette époque, on voit que les médecins, les juges, les administrateurs se mettent tous à parler de la folie d'une façon complètement nouvelle. Leurs discours sont différents, bien sûr, mais ils obéissent tous, sans même le savoir, à un ensemble de règles communes. Alors, ces règles invisibles, elles définissent quoi au juste? En gros, 4 choses. D'abord, les objets. De quoi est-ce qu'on peut parler? On se met à décrire des symptômes, des pathologies. Ensuite, les sujets. Qui a le droit d'en parler? Eh bien, c'est le médecin qui devient l'expert et plus le prêtre. Puis, les concepts. Quels mots on utilise? Des termes comme névrose ou hystérie apparaissent. Et enfin, les stratégies. Quelles sont les explications valables? On va chercher des causes biologiques, plus des possessions démoniaques.
tout cet ensemble de règles, eh bien voilà, c'est la formation discursive sur la folie. Ok, on a nos briques, les énoncés, on a vu comment elles s'assemblent en murs, les formations discursives. Maintenant, on va creuser encore plus profond pour voir les fondations. C'est là que l'archéologue, en comparant les règles de la médecine, de la biologie et de l'économie d'une même époque, va faire sa plus grande découverte. Il se rend compte que toutes ces formations discursives, même si elles parlent de choses très différentes, obéissent en fait à un ensemble de règles encore plus générales, à une sorte de système de systèmes. Et ce système global, cette méga structure qui conditionne tout le reste, Foucault lui donne un nom, l'archive. L'archive, c'est le système général qui gouverne l'apparition de tous les énoncés. C'est l'ensemble des conditions qui permettent à tous les discours d'exister à une époque donnée. Ce n'est pas la somme de tout ce qui a été dit, attention, c'est le système qui a rendu possible que certaines choses soient dites et que d'autres soient, de fait, impensables. C'est, pour reprendre les mots de Foucault, la loi de ce qui peut être dit. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça nous sert? Pourquoi s'embêter avec une théorie qui a plus de 50 ans? Eh bien, parce que Foucault ne nous parle pas seulement du passé, il nous donne en fait une paire de lunettes pour regarder notre propre époque. Alors, si on devait résumer, il y a 3 points clés à garder en tête. 1. On oublie l'individu. Ce qui compte, ce n'est pas l'intention de l'auteur, mais le système qui le fait parler. 2. On cherche le système. On se demande toujours quelles sont les règles du jeu qui permettent à un discours d'exister. Et 3, la leçon la plus importante, le savoir, c'est toujours une forme de pouvoir. Parce que définir ce qui est vrai, ce qui est un savoir, c'est tracer des frontières, exclure d'autres manières de penser, et donc exercer un contrôle. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'archéologie, c'est avant tout une boîte à outils critique. Elle nous permet de prendre du recul par rapport à nos propres certitudes, nos vérités d'aujourd'hui, et de nous demander, mais au fait, sur quelle fondation tout ça repose? Quelles sont les règles qui nous permettent de penser ce que nous pensons? Et on va se quitter là-dessus avec la question la plus vertigineuse de Foucault, une question qui nous renvoie en pleine figure. Si chaque époque est, d'une certaine manière, prisonnière de son archive, quelles sont les règles invisibles de la nôtre aujourd'hui? Qu'est-ce que notre époque nous autorise à penser? Et surtout, quelle est la vérité qui aujourd'hui nous est encore totalement impensable?